Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. Eh bien, une conférence scientifique et des débats ont eu lieu marquant la clôture de la Semaine nationale des patrimoines. Dans l'actualité internationale, l'armée israélienne a bombardé à l'arme lourde 2 hôpitaux et une école de Gaza, donc accueillant des personnes déplacées en 24 heures. En fin de matinée de ce dimanche, le Premier ministre Abdulkader Kamel Mohamed a reçu le ministre russe de l'Éducation nationale, Sergei Kravtsov, accompagné d'une délégation conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de Djibouti. Cette rencontre a permis de faire le point sur les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que d'aborder la situation régionale et les activités internationales. Eh bien, les discussions ont porté principalement sur l'échange d'expériences pour renforcer les partenariats dans les domaines de l'éducation et de la formation. Parmi les thèmes abordés figurait l'augmentation du nombre d'étudiants djiboutiens poursuivant leurs études en Russie, la promotion de la langue russe à Djibouti, ainsi que l'exploration de nouveaux leviers pour dynamiser la coopération civile et s'ouvrir à des domaines plus diversifiés. Une réunion de travail est prévue avec le département de l'éducation nationale pour analyser les défis dans la mise en œuvre des réformes éducatives et de formation. Cette réunion vise à élaborer donc un plan d'action concret afin de relever les défis du secteur et de renforcer l'impact des initiatives bilatérales. Lors de son séjour, le ministre de l'Éducation russe a honoré l'invitation de son homologue djiboutien en participant donc à diverses activités culturelles et touristiques. Et la réunion a été marquée par la participation de plusieurs personnalités, notamment le ministre de l'Éducation nationale, donc le ministre djiboutien de l'Éducation nationale, l'ambassadeur de la Fédération russe de Russie à Djibouti, le docteur Ali Mohamed Kamel, l'ambassadeur de Djibouti, ainsi que M. Ali Saleh Abdallah, chef du cabinet de la primature. Le ministre, accompagné de l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Djibouti, du secrétaire général par intérim, Salah Alouane, et des hauts responsables du MENFOP, s'est rendu le lendemain dans la région de Tadjoura, à bord d'une vedette de la garde-côte djiboutienne. Alors arrivé à la jetée de l'Escale, le ministre et sa délégation ont été accueillis par le préfet de la région, le président du conseil régional. La délégation s'est ensuite rendue à la résidence du sultan des Afars, où elle a été reçue par le sultan Ali Habib Ahmad et plusieurs sages de la région. Cette rencontre, empreinte de respect et de convivialité, a permis d'évoquer la longue tradition du sultanat des Afars, héritage séculaire transmis de génération en génération. Le sultan a rappelé le rôle central de cette institution dans la préservation des valeurs culturelles et identitaires de la communauté afar. Un moment fort de la visite a été donc l'évocation de l'expédition russe de 1889 conduite par Achinov à Sagalou, qui témoigne des premières interactions entre la Russie et Tadjoura. Pour conclure, le ministre et le sultan ont échangé des cadeaux symbolisant respect et fraternité. Après l'entrevue avec le sultan, le ministre russe de l'Éducation et sa délégation se sont rendus au village côtier de Sagalou. À leur arrivée, ils ont été accueillis avec des chants et des danses traditionnelles. Les femmes parées de tenues éclatantes dansaient au rythme des tambours et des chants polyphoniques, tandis que les hommes exécutaient des danses martiales, reflétant l'hospitalité et la richesse culturelle de la communauté afar. Eh bien, sous les majestueux palmiers d'Oum, symbole de sérénité, le ministre s'est entretenu avec les anciens du village. Les discussions ont porté sur l'expédition russe de 1889, lorsque les Russes avaient débarqué sur la plage de Sagalou. Les sages ont partagé des récits transmis de génération en génération, soulignant la cohabitation pacifique de l'époque et les actes de solidarité entre les Russes et la population locale.
Et dans son intervention, le ministre russe de l'Éducation nationale a remercié la population de Sagalou pour son accueil chaleureux. Un échange de cadeaux a marqué la fin de cette rencontre mémorable. Un sabre traditionnel à phare offert par les sages, symbolisant la force et la loyauté, et une icône russe représentant Saint-André, patron de marins, remise par M. Kravstov. Le ministre a ensuite visité l'école fondamentale de Sagalou, où il a salué les efforts des enseignants pour garantir une éducation de qualité malgré les défis. La visite officielle de M. Sergei Kastrov, ministre de l'Éducation nationale de la Fédération de Russie et de sa délégation à Djibouti, s'est poursuivie vendredi par des moments forts à Sagalou et à Tadjoura, accompagné du secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale. Et au cadre du ministère de l'Éducation, la délégation russe a visité le site historique de Sagalou marqué par l'expédition Achinov de 1889. Cette mission partie de Russie en décembre 1888 avait pour objectif d'établir une présence russe en Éthiopie. Après avoir débarqué dans le golfe de Tadjoura en janvier 1889, elle s'est installée temporairement à Sagalou dans un ancien fort égyptien. Les conditions climatiques difficiles et les interactions complexes de l'époque ont toutefois conduit l'expédition à regagner la Russie. Pour immortaliser cet épisode historique, une cérémonie de pose de la première pierre d'une stèle commémorative a eu lieu. Ce monument, construit en collaboration avec les autorités locales, symbolisera les liens d'amitié et de coopération entre la Russie et Djibouti. La délégation a ensuite poursuivi sa visite à Tadjoura, vous le voyez à l'image, où un déjeuner officiel a été offert en son honneur au Gadile Resort Hotel. Ce moment convivial a permis des échanges constructifs entre les représentants russes et djiboutiens, renforçant les relations bilatérales dans les domaines de l'éducation et de la coopération culturelle. Cette visite historique témoigne de la solidité des relations entre la Russie et Djibouti. À l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Sharmak Moussa Ali, la commission des finances, de l'économie générale et du plan a poursuivi ce dimanche l'examen du projet de loi des finances initiales pour l'exercice 2025. Cette session élargie, qui a réuni des membres des autres commissions permanentes, s'est tenue en présence du ministre du Budget, Ousmane Ibrahim Roble, accompagné des principaux responsables de son ministère. Les débats ont principalement porté sur les mesures fiscales et les dispositions relatives aux recettes prévues dans le projet de loi des finances initiales 2025. La commission poursuivra ses travaux dès demain lundi avec de nouvelles analyses et des auditions prévues pour approfondir l'examen du projet. Samedi, l'auditorium de la Bibliothèque nationale de Djibouti a accueilli une conférence scientifique et des débats marquant la clôture de la Semaine nationale des patrimoines. Cet événement a été co-organisé par l'UNESCO Djibouti et l'Agence nationale pour la promotion de la culture, l'ANPC, sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, pour célébrer l'inscription du Har Issa sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Placée sous le haut patronage du Dr Hibo Momen Assoy, ministre de la Jeunesse et de la Culture, cette matinée a réuni un public prestigieux, incluant des ministres de la région État Somalie d'Éthiopie, des parlementaires djiboutiens ainsi que des élus communaux et régionaux. Après les discours officiels, les participants ont assisté à des panels scientifiques enrichissants suivis de débats avec un public venu en nombre. Un moment fort de la matinée a été l'annonce de la traduction en anglais du premier ouvrage consacré au Har Issa, rendant ainsi ce patrimoine accessible à un public international. La matinée s'est conclue sur une note d'optimisme avec un appel à intensifier les efforts pour inscrire d'autres patrimoines djiboutiens sur la liste de l'UNESCO.
La conférence a été un véritable succès, renforçant la reconnaissance universelle du Harissa et promouvant sa préservation grâce à des programmes de valorisation, d'éducation et de formation. Les discussions ont également souligné l'importance de la coopération régionale. Les experts en patrimoine culturel immatériel ont présenté aux ministres et chefs de délégation des 3 pays un agenda commun d'activités à mettre en œuvre pour répondre au rapport attendu par l'UNESCO d'ici 4 ans. La journée s'est achevée par des photos de famille et des réactions captées au micro de l'RTD témoignant de l'enthousiasme généré par cet événement. Le directeur général de la NPC, Mohamed Hussein Douali, a souligné l'importance capitale de cette conférence dans la reconnaissance internationale du Harissa. On l'écoute. Je vous souhaite la bienvenue à cette célébration suivie d'une conférence scientifique intitulée Patrimoine culturel, un réservoir des savoirs et des savoir-faire à explorer, organisée dans le cadre de la Semaine nationale des patrimoines, initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti. Cette rencontre célèbre une réalisation majeure, l'inscription du HER sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, fruit d'une collaboration régionale entre Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Cet accomplissement met en lumière un élément essentiel de notre identité commune. Je tiens à remercier nos partenaires institutionnels, notamment l'UNESCO, ainsi que les chercheurs, les associations, les communautés, les professionnels présents pour cette cérémonie. Également pour leur engagement en faveur de la valorisation de notre patrimoine culturel. Cette conférence et célébration explore un thème central, les patrimoines comme ressources vivantes. Et pour sa part, la ministre de la Culture et de la Jeunesse a également mis en avant la portée de cette reconnaissance obtenue le 5 décembre dernier. Elle a exprimé, vous l'entendrez, sa gratitude envers les chercheurs et les acteurs des 3 pays concernés, Djibouti, Éthiopie et Somalie, pour leur rôle déterminant dans cette réussite. On l'écoute. Un immense honneur de vous accueillir à Djibouti à l'occasion de cet événement exceptionnel qui célèbre l'inscription de Harissa sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance internationale, accordée le 5 décembre dernier, est une étape majeure dans la préservation et la valorisation de notre riche héritage culturel commun. Bénéficiant d'une documentation scientifique riche, l'élément du patrimoine culturel immatériel de la Corne d'Afrique est aujourd'hui reconnu comme un bien mondial. Cette réalisation remarquable résulte d'une collaboration régionale exemplaire entre Djibouti, l'Éthiopie et la Somalie. Je tiens donc à exprimer mes sincères remerciements à tous les acteurs de cette initiative collective ainsi qu'à tous les citoyens de nos 3 pays qui ont soutenu cet effort. Je voudrais particulièrement saluer la présence de plusieurs ministres de l'État régional Somalie et de l'Éthiopie avec nous ce matin et des responsables de la recherche de l'autorité de la recherche et de la conservation du patrimoine mondial éthiopien, ainsi que leur grande délégation qui nous honore de leur présence aujourd'hui. Permettez-moi aussi de rendre hommage à toutes celles et ceux qui ont travaillé avec dévouement à la préparation du dossier des candidatures. Parmi eux, je voudrais citer Mme Ayane Ali Moussa, députée fédérale de l'Éthiopie,
ainsi que le représentant de la Somalie et de Djibouti qui ont joué un rôle clé dans cette entreprise. Je tiens à souligner la contribution inestimable de chercheurs djiboutiens qui ont consacré leurs travaux à étudier le Hair. Et je tiens à citer Dr Ali Moussaïe, Abdel Haji, Dr Sagal Mohamed Jama, Ibrahim Ahmed Ali, et j'en oublie sûrement, et bien d'autres qui ont enrichi cette documentation scientifique qui a permis d'inscrire, parce qu'il fallait aussi beaucoup des données scientifiques. La radiodiffusion télévision de Djibouti a donc franchi une nouvelle étape dans la valorisation de son patrimoine audiovisuel. Dans l'après-midi d'hier, dans la salle de réunion de la RTD, s'est tenue la cérémonie de clôture de la formation dédiée aux archives, organisée en partenariat avec la radio-télévision Turquie, la TRT, présidée par le directeur général de la RTD, Adnan Abdijama. Cette cérémonie a rassemblé plusieurs responsables de la RTD, des représentants de l'ambassade de Turquie à Djibouti, ainsi que les experts et formateurs turcs ayant assuré cette formation. Durant 5 jours intensifs, les participants ont renforcé leurs compétences dans les domaines clés tels que la gestion, la conservation et la valorisation des documents archivistes. Une étape essentielle pour garantir la sauvegarde et l'accessibilité du riche patrimoine médiatique de la RTD pour les générations futures. Le directeur général de la RTD, M. Adnan Abdijama, a salué l'engagement des formateurs et des participants, soulignant l'importance d'appliquer ces nouvelles compétences au quotidien pour moderniser la gestion des archives audiovisuelles de la RTD. Moment fort de la cérémonie, la remise des certificats aux participants attestant de leur implication et de la qualité de leur apprentissage. La séance est conclue par un échange de cadeaux suivi d'une traditionnelle photo de famille symbolisant l'esprit de collaboration entre les équipes djiboutiennes et turques. Cette initiative marque une avancée significative dans les efforts de la RTD pour préserver l'histoire audiovisuelle du pays et renforcer les capacités de son personnel dans ce domaine stratégique. Écoutons à présent un extrait du discours du directeur général de la RTD, M. Adnan Abdijama. Immense plaisir, mais un grand honneur pour moi cet après-midi de clôturer la formation qui était tenue déjà au profit du technicien des services d'archives de la RTD, qui était déjà réalisée grâce aux collaborations avec la radio télévision de la Turquie. C'est vraiment une occasion d'avoir ici à la RTD ce genre de formation pour renforcer les compétences de nos personnels de l'archive afin d'optimiser la gestion des processus, conservation des données archives, mais en même temps de faire un état du lieu sur les dispositifs en vigueur à la gestion des données archives, surtout les gestions des données audiovisuelles, pour repérer tout ce qui est déjà difficulté et y remédier, mettre en place un dispositif qui respecte les procédures correctes et scientifiques pour l'exploitation des données, mais aussi pour sauvegarder les données audiovisuelles. Cette opportunité qui a été réalisée grâce à la participation et à la détermination des experts et les formateurs de la TRT est une fierté pour nous. Et je crois que le peu du temps que les experts déjà ont échangé avec les formés, avec les bénéficiaires, leur a vraiment permis de consolider la compétence du personnel du service d'archives. Il est moment de profiter à cette opportunité, analyser la situation correctement pour qu'on puisse avoir un rapport diagnostiquant le contexte de l'archive, pour qu'on puisse rénover l'infrastructure de l'archive
mais aussi trouver les données fiables pour qu'on puisse agir et répondre déjà les besoins nécessaires à ces services. Avant de clôturer mon propos, permettez-moi de remercier au nom du personnel de la RTD, les experts formateurs pour leur détermination, leur dévouement vraiment exceptionnel afin de faire réussir à cette formation. Mais sans oublier en même temps de féliciter les bénéficiaires pour leurs engagements, la détermination fructueuse pour que cette formation s'habitue. Remise d'équipements à la garde-côte djiboutienne, un engagement renforcé pour la gestion de la migration et le sauvetage en mer. Jeudi, le hall d'honneur du centre d'instruction et naval du camp de Doralé a été le théâtre d'une cérémonie officielle de remise d'équipements à la garde-côte djiboutienne, présidée par le colonel Laouas Omar Baghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne. La cérémonie a réuni Mme Tanja Pacifico, représentante de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM à Djibouti, Mme Leila Hassan, coordinatrice nationale du programme GIZ BBM, et M. Christian Spodaric, chargé d'affaires, représentant la délégation de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'IGAD. Eh bien, cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour lutter contre la migration clandestine et renforcer les capacités de recherche, de sauvetage et d'assistance en mer, particulièrement au bénéfice des migrants en situation de détresse. Écoutez Mme Leila Hassan, représentante donc de la garde-côte djiboutienne. Leur mission est fondamentale face aux défis croissants liés à la gestion des migrations et à la protection des droits humains, agissant à la fois comme un bouclier contre les réseaux criminels de traite et de trafic et comme un pont vers des solutions humaines pour les personnes en situation de vulnérabilité. C'est dans cet esprit de coopération et d'engagement que nous nous réunissons aujourd'hui pour remettre officiellement des équipements aux garde-côtes de Djibouti. Cette initiative n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration entre les partenaires du BMM, les autorités djiboutiennes et bien entendu les gardes-côtes. Nous sommes convaincus que ces équipements seront utilisés de manière responsable et efficace, contribuant ainsi à la réalisation de nos objectifs communs en matière de sécurité, de protection et de respect de la dignité humaine. Monsieur Christian Spodaric et Madame Tanja Pacifico ont tous deux salué l'engagement du gouvernement djiboutien dans la gestion des urgences migratoires et les efforts exemplaires consacrés au sauvetage des migrants en mer. On les écoute. Je suis ravi d'être avec vous ce matin dans vos locaux, dans mon capacité de chargé d'affaires de l'Union européenne. L'Union européenne est, comme vous savez peut-être, le principal bailleur de fonds qui accompagne Djibouti sur la question migratoire. Nos dons s'élèvent depuis 2017 à ce jour à plus de 70 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des fonds mis à disposition par des programmes régionaux, parmi lesquels se trouve le Better Migration Management, un projet extrêmement multidisciplinaire avec un impact unique sur chaque pays couvert par le programme. Je suis débuté en soulignant le travail de qualité assuré par l'OIM avec nos partenaires djiboutiens dans le cadre de ce projet. Dans ce cadre du renforcement des structures migratoires au sein de notre coopération, c'est avec honneur et satisfaction que j'assiste à cette cérémonie de remise du matériel, même si modeste, au sein du projet BMM et pour le bénéfice de la garde-côte djiboutienne. Ce matériel vise à renforcer les capacités des gardes-côtes pendant un moment très critique pour la gestion des migrations pour le gouvernement de Djibouti. La nécessité de renforcer la coordination et le partenariat entre l'UE et les autorités djiboutiennes chargées de la migration devient de plus en plus cruciale. Cette année a mis l'accent sur le besoin de porter plus attention sur la problématique des mouvements migratoires mixtes par mer et de remédier par des voies de migration plus sûres et régulières. Réduire les pertes humaines à travers des actions concertées pour faire face aux mouvements migratoires mixtes dangereux effectués par la mer reste la priorité de notre engagement avec la garde-côte djiboutienne dans ce contexte. Aujourd'hui, le 19 décembre, un jour après la Journée internationale des migrants, je réitère l'engagement de l'Union européenne pour une collaboration plus étroite entre l'Union européenne et l'État djiboutien dans la gouvernance des migrations.
Au nom de l'Organisation internationale pour les migrations, je tiens à exprimer ma gratitude au gouvernement djiboutien pour son engagement constant, ainsi qu'à nos partenaires pour leur soutien indéfectible. Au cours de l'année 2024, au moins 218 migrants ont perdu la vie en mer ou sont portés disparus. Cette année se distingue comme la plus meurtrière pour les traversées maritimes des migrants entre l'Afrique de l'Est et le Yémen. Il est essentiel de mentionner l'engagement du gouvernement de Djibouti dans la gestion des urgences et les efforts consacrés au sauvetage des migrants en mer. L'OIM est fier d'être votre partenaire et d'accompagner les gardes-côtes et le gouvernement dans ce processus de continuer la protection et l'assistance des migrants. On sait que le défi est grand, mais on reconnaît aussi qu'avec ce partenariat, on pourra continuer ce travail très important. Je tiens à remercier aussi la collaboration très positive qu'on a avec GIZ dans ce projet et dans d'autres domaines. Et je tiens à remercier encore une fois chaleureusement le gouvernement de Djibouti que vous tous représentez et le travail très important que vous faites pour sauver des vies en mer, que ce soit des migrants ou que ce soit une autre catégorie, et que de toute façon sont surtout et d'abord des êtres humains. Également dans l'actualité, dans le cadre de ses efforts pour la préservation de l'environnement, la police nationale a récemment créé une nouvelle unité spécialisée, la police environnementale et des espaces verts, chargée de protéger et valoriser notre patrimoine culturel. Cette unité a lancé une première initiative ambitieuse en organisant vendredi dernier une opération de nettoyage et de plantation d'arbres le long de la route de Nagad. Eh bien, dès les premières heures de la journée, des dizaines de policiers se sont mobilisés pour débarrasser cette route des déchets avant de planter une centaine d'arbustes. Eh bien, cette action symbolise, symbolique vise non seulement à embellir cet acte routier, mais également à renforcer le verdissement de notre pays. Pour garantir la pérennité de ces efforts, la police environnementale patrouillera régulièrement afin de prévenir toute dégradation des arbustes plantés et de maintenir la propriété des lieux. Avec cette opération, la Direction générale de la police nationale réaffirme son engagement vers l'environnement en prenant de telles initiatives. Elle espère sensibiliser les citoyens à l'importance de la préservation de notre cadre de vie et les inciter à agir pour rendre notre pays plus propre et plus vert. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la brigade des stupéfiants de la police nationale a frappé un grand coup en démantelant un réseau majeur d'importation et de distribution de drogue. Cette opération de grande envergure a permis la saisie impressionnante de 96 tasses de cannabis. L'enquête menée dans les quartiers 4 et Cité Saoudi a abouti à l'arrestation de 7 individus, dont le chef du réseau. Parmi les suspects figurent également des dealers et un employé d'une société de transit soupçonné d'avoir utilisé ses contacts avec des camionneurs éthiopiens pour acheminer la drogue. Ce réseau particulièrement structuré avait mis en place un système de distribution sophistiqué utilisant des taxis locaux pour approvisionner divers quartiers de la capitale. Eh bien, cette organisation témoigne d'un haut niveau de coordination parmi les trafiquants. La saisie dont la valeur marchandise est estimée à 1 400 000 francs met en lumière le travail minutieux et déterminé des enquêteurs. À l'issue de l'opération, les suspects, dont une femme, ont été présentés au parquet. Compte tenu de la gravité des faits, le magistrat a saisi un juge d'instruction, ouvrant ainsi une information judiciaire pour poursuivre les investigations. Eh bien, cette affaire souligne l'efficacité de la brigade des stupéfiants et son engagement dans la lutte contre ce fléau.
À Djibouti, la formation dédiée au leadership et à la sensibilisation communautaire s'est achevée ce mardi à Arta, organisée en collaboration avec l'Institut national d'administration publique, l'INAP. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet intitulé Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. L'événement a réuni des acteurs clés, parmi lesquels des organisations de la société civile et des représentants des autorités locales. Parmi les personnalités présentes, Elmi Bouh, président de la région d'Arta, Shamaki Hassan, président du COPIL de la région d'Ali Sabié, Shamaki Idriss, directeur général de l'INAP, Flavien Sassé, ATI de l'AIMF, et mademoiselle et madame Fatouma Youssouf, représentante de la décentralisation. Ce projet est mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le soutien de l'Union européenne, vise à renforcer les capacités locales pour une gouvernance inclusive et participative. Durant cette formation, les participants ont suivi des modules pratiques destinés à développer leurs compétences en leadership pour mobiliser efficacement les communautés, sensibiliser les populations aux enjeux du développement local et promouvoir une collaboration étroite entre les organisations de la société civile et les autorités locales. En partenariat avec l'Institut national d'administration publique INAP, s'inscrit dans une vision ambitieuse, celle de renforcer les compétences des acteurs locaux afin de promouvoir un développement participatif et inclusif dans les régions et communes de Djibouti. Chers participants, pendant ces 3 jours, vous avez eu l'opportunité d'explorer des outils pratiques et des approches novatrices sur des thématiques fondamentales: leadership, technique d'animation, gestion des conflits et communication communautaire. Ces compétences sont non seulement cruciales pour relever les défis du terrain. Et dans l'actualité hors de nos frontières, l'armée israélienne a bombardé à l'arme lourde 2 hôpitaux et une école de Gaza, accueillant des personnes déplacées en 24 heures. Le directeur général de l'OMS a déclaré que les informations faisant état d'attaques israéliennes contre l'hôpital Kamal Adwan étaient profondément inquiétantes et a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la région. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.